Bonjour à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes, je reçois pour vous Jacques Migan. Il est juriste de formation. Il est ancien bâtonnier, acteur politique. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons le tour de l'actualité sociopolitique au Bénin, notamment les leçons à tirer du processus électoral qui s'achève au Bénin, le processus qui est lié à l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier, où le président Patrice Talon, en duo avec Mariam Chabi Talata, a été réélu à la tête de la République du Bénin. Nous parlerons des défis et des priorités du second mandat du président Patrice Talon. Joël Aïvor, Rekiat Madougou et compagnie sont-ils des détenus politiques? Nous en parlerons au cours de cette émission. Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, comme je le disais tantôt, dites-nous quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce processus électoral qui s'achève au Bénin? Mais écoutez, je souhaiterais commencer par des remerciements. Des remerciements à l'endroit du peuple béninois tout entier. Et quand je parle du peuple béninois, je vois surtout la jeunesse béninoise qui a joué un rôle très important lors des élections du 11 avril 2021. Je reviendrai sur ce point. Je remercie également les autorités, les institutions de notre pays qui ont contribué au bon déroulement de ces élections. Je commence par la Sénat, qui a joué un rôle très important, qui a informé, qui a éclairé tout au long du processus. Je remercie également le gouvernement béninois qui a joué sa partition, puisque dans le passé, nous savons comment les choses se passent. Oh, on se demande, est-ce qu'il faudrait organiser les élections à date? Ou est-ce qu'il faudrait donner les moyens financiers pour l'accompagner? Le gouvernement a joué sa partition. Je remercie également la Cour constitutionnelle, bien entendu, qui, de main de maître, a joué également sa partition en ce qui concerne les résultats à donner, les contestations à régler. Bref, je crois qu'il faudrait remercier toutes ces institutions. Et comme je le disais tout à l'heure, le peuple béninois, à travers sa jeunesse. Et pourquoi la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'on ne peut plus manipuler lors des élections. Je dis bien des élections, et en particulier les élections présidentielles. Or, les jeunes sont matures aujourd'hui, à travers les moyens, à travers les actions, à travers les réformes. Ils peuvent vous situer, ils peuvent vous juger. Et ceux qui jugent aujourd'hui, c'est eux. Parce qu'ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils savent ce qui se passe à côté. Donc, ils peuvent porter un jugement sans être je dirais, sans qu'on les achète. Sans qu'on les manipule, en quelque sorte. On les manipule, si vous préférez. Non, ce n'est plus possible. Et je crois que ce que nous avions eu tout au long du processus qui a conduit aux élections du 11 avril, il faudrait comprendre que les jeunes ont joué un rôle très important. Et quand je parle de jeunes, je parle d'hommes et de femmes. Parce que très souvent, quand on parle de la jeunesse, on pense souvent aux hommes. Non, hommes et femmes. Donc, je crois qu'il faudrait les remercier. Alors, est-ce que la campagne s'est bien déroulée? C'est justement là où je veux... C'est là où je peux vous dire une chose. On a vécu pendant un passé qu'on a vécu les élections qui sont données avec des remous, des contestations, des mouvements. Oui, nous avions connu quelques mouvements dans certains arrondissements de certaines communes. Je prends le cas, par exemple, de Tchaourou, de Banté, de Savé. Mais en général, puisque des informations que nous avions eues de la Sénat, il y avait seulement 13 arrondissements où on a connu des troubles. Un tout petit peu à Parakou aussi. Mais indépendamment de ces troubles, je crois que tout s'est très bien passé. Et je le dis avec force parce que nous avions eu sur le territoire béninois, lors de ces élections, des observateurs qui sont venus de partout. Vous avez l'Union africaine, vous avez la CEDEAO, vous avez l'Union monétaire ouest-africaine, vous avez la plateforme aussi de société civile. Mais ce qu'il faudrait constater, noter en ce qui concerne certains de ces observateurs, pour ne pas les citer, la plateforme électorale des associations civiles, c'est
ce qu'ils ont eu à faire dans l'illégalité en donnant des résultats, en proclamant des résultats sur le taux de participation, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, parce que la loi est claire là-dessus. Je dis bien la loi, si vous préférez, le code en son article 19, il est bien prévu que c'est la Sénat qui donne des résultats provisoires. Et nulle part au monde, vous n'entendrez des observateurs proclamer des résultats. Et surtout que les résultats qu'ils avaient donnés étaient des résultats, disaient-ils, définitifs, puisqu'ils n'ont pas parlé de provisoire. C'est là où le bas blesse. Mais heureusement, comme je le dis, la Sénat a redressé la barre et les a même invités en cas de problème. S'ils auraient dû attendre, la Sénat donnait ses résultats provisoires, la Cour constitutionnelle donnait les résultats définitifs pour porter des réclamations ou du moins se porter leurs revendications en disant voilà ce que nous avions trouvé. Mais ne pas le faire, je crois qu'ils ont, pour n'avoir pas attendu, je crois qu'ils ont failli. Alors pour le taux de participation de 50%, lorsqu'on voit un peu la panoplie d'acteurs politiques qui soutiennent le président Patrice Talon, lorsqu'on voit un peu tout le vacarme qui a eu lieu autour de la campagne, est-ce que l'on n'est pas tenté de dire qu'à un niveau donné, il y a eu un échec au niveau des soutiens du régime parce qu'on a obtenu 50%? Vous savez, ce taux de 50,6% que nous avions eu, c'est un taux satisfaisant. Je vous explique pourquoi. Parce que depuis l'ère du renouveau démocratique, lorsque l'on organise les élections présidentielles, nous n'avions jamais dépassé le taux qui a tout autour de 66, 67, 68%. Pourquoi? Parce que les Béninois ne votent jamais à 100%, M. Kader. Non, vous avez toujours 30 ou à 34% qui sont complètement indifférents aux élections présidentielles. Pas parce que c'est des gens qui ne sont ni de la mouvance, ni de l'opposition. C'est des gens qui ne s'intéressent pas à la chose publique. Je ne dirais pas publique, à la chose politique. Non, à la chose politique, voilà, c'est le mot d'ailleurs. Et parce que le vote n'étant pas obligatoire, donc ils vaquent à leur occupation. Ce qui fait que depuis le président Soglo jusqu'au président Talon, j'entends par là 2016, nous avions toujours eu des taux qui voisinent, qui tournent autour de 66, 67, 68%. Alors, vous me dites, quand on sait ce qui a été fait, il faut comprendre pourquoi, quelle est la différence, le gap entre 50,6% et 66, et quelques nous avons. Donc ça fait 16% si vous préférez. Okay. Vous avez d'un côté, comme je le souligne souvent, les gens qui n'ont pas du tout participé au vote, c'est-à-dire les gens qui sont du parti Les Démocrates, dont le président d'honneur s'appelle Boni Yahi, le président Boni Yahi. Donc ceux-là ne sont pas sortis, ne sont pas du tout sortis. À cela s'ajoutent maintenant les 13 arrondissements dont je parlais tout à l'heure, où il n'y a pas eu vote. Et vous avez les inconditionnels de M. Adiavon Sébastien, qui n'était pas sorti le 11 avril dernier. Et là où le bas blesse maintenant, c'est au niveau de la mouvance présidentielle. Il y a certains qui ne sont pas sortis non plus pour voter, pour accomplir leur mission, leur devoir civique. Alors, c'est là où je dis bien le bas blesse. C'est là où je dirais que c'est grave, parce que vous avez d'un côté ceux qui ont pensé que le chaos étant déjà acquis, puisque avant les élections du 11 avril, tout le monde chantait, c'est déjà acquis, le chaos est déjà acquis. À quoi bon sortir? Pourquoi aller voter? Donc vous avez cette catégorie de personnes qui étaient restées chez eux et qui n'ont pas jugé utile d'aller accomplir leur devoir civique de vote pour accompagner le duo de leur choix. Et surtout le duo de leur choix qui n'est ni plus ni moins le duo Talon-Talata. Et à côté de cela maintenant, vous avez un autre groupe de la mouvance qui confondait les élections présidentielles et peut-être d'autres élections que j'appellerais législatives qui s'annoncent et qui, au lieu de penser, de jouer, de faire la campagne de proximité, se lançaient dans des campagnes pour se faire valoir. Je dis bien pour se faire valoir. C'est ça qui était grave. Alors que nous nous battions pour le duo et non pour nous-mêmes.
Donc vous avez une catégorie de personnes qui se lançaient dans ce genre de campagne qui consiste à défendre leurs propres intérêts, comme disaient certains, comme s'ils sont en train de préparer les échéances de 2023. Bref, voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous avions connu lors des élections. Mais lorsque vous parlez des acteurs de la mouvance présidentielle, est-ce que vous ne pensez pas que les guerres de leadership entre leaders, BR, UP et bien d'autres formations politiques n'ont pas été également la cause de faibles taux de participation dans certaines localités? Dans certaines localités, c'est possible. C'est possible parce que je sais ce qui s'est passé dans ma commune, dans la municipalité de Porte-Novo. Si vous me demandez ce que j'ai fait, ce que nous avions fait au niveau du bloc républicain, je vous dirai tout de suite que nous avions remué ciel et terre pour permettre à notre duo Talon Talata d'avoir le maximum possible de voix. Ce que je sais, c'est que nous n'avions pas fait seulement comme ce qui se passait. On faisait de porte à porte une campagne de proximité. Est-ce que les autres l'ont fait? Je ne puis vous le dire, puisque moi, je me suis contenté de ce que nous faisions pour faire gagner notre duo. On a fait des campagnes où on allait toucher les gens. On allait vendre, je dirais, notre candidat, notre duo candidat, je dirais, ce qu'ils ont fait en termes de réalisation pendant 5 ans, ce qu'ils entendent faire pendant le quinquennat prochain. Et je crois que ça a bien marché. Qu'est-ce que les autres ont fait au niveau du bloc et de l'Union progressiste, au niveau du PRD, au niveau de Moël, au niveau de l'UDBN? Ça, je ne peux point vous dire parce que nous étions, en ce qui nous concerne au bloc républicain, nous étions figés on était fixés sur nos préoccupations, comment remuer ciel et terre pour permettre à notre duo de gagner. Et je peux vous dire que la moisson a été bonne en ce qui nous concerne dans les 5 arrondissements de Porte-Novo. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Vous savez, si je dois me contenter de voir ce qui se passe ailleurs, je crois que ce ne sera pas du tout agréable. Ce ne serait pas positif. Alors, Maître Mingan, dites-nous, est-ce que vous ne constatez pas au fil des années que les Béninois de plus en plus se détachent de la chose politique? Et si c'était le cas, que faut-il faire en tant qu'acteur politique pour quand même leur montrer qu'ils ont une part à jouer dans l'édification de la nation, dans la construction du pays? Monsieur Kader, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas changer d'approche politique pour quand même appâter l'électorat? Je crois que les jeunes, je vous avais parlé des Béninois, mais je mets l'accent surtout sur les jeunes, parce que les jeunes occupent une place importante dans la population béninoise. Et je puis vous dire que Talon a donné goût aujourd'hui aux jeunes de suivre, de savoir ce qui se passe. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'agriculture. C'est pour la première fois depuis 2016 qu'on constate un intéressement de la jeunesse à la chose politique. Hier, ils étaient indifférents parce qu'ils se disaient, ces jeunes, qu'on ne s'occupait pas d'eux, que ça se vivait avant 2016. Ils étaient laissés pour compte. Je ne dirais pas qu'ils s'en foutaient, mais ça dit, ils n'y croyaient pas. Mais depuis 2016, nous avions constaté un revirement de cette classe la plus importante, parce que quand vous prenez la répartition d'âge, vous avez de 0 à 14 ans, je ne peux pas parler d'eux, des jeunes, des enfants qui sont de 0 à 14 ans, ils occupent 42% de notre population. Quand vous prenez de 15 à 24 ans, ils occupent 20,5%, et de 25 à 54 ans, ça fait 30%. Et quand vous faites l'addition de ces trois, c'est-à-dire 42 plus 20 plus 30, donc vous voyez à peu près cette place importante qu'occupe la jeunesse. Je laisse tomber les enfants. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a un désintérêt de la jeunesse, du peuple, puisque le peuple, c'est la jeunesse aujourd'hui au Bénin. Au contraire, c'est maintenant qu'il s'occupe de la jeunesse, et c'est d'ailleurs pour ça que le président Patrice Talon, ayant compris cet intérêt de la jeunesse à la chose publique, à leur chose, qu'il a demandé que son quinquennat de 2021 à 2026 soit le quinquennat de la jeunesse. Et tout ce qu'il avait fait, c'est vrai, c'est pour la jeunesse, c'est pour baliser le terrain, mais de 2021 à 2026, M. Kader, je puis vous dire que ce qui va se faire au niveau des actions, au niveau des réalisations, c'est surtout pour le bien-être des jeunes. Justement, on va revenir dans les défis et priorités, mais avant, ce scrutin aurait été émaillé
part des cas de fraude, d'une part certains acteurs politiques disent qu'il s'agit de montages grotesques pour discréditer le scrutin aux yeux de la communauté internationale. Certains estiment qu'il y a de fraude. Jacques Migan, est-ce que vous avez pris connaissance des dites vidéos qui ont été virales sur la toile et quel en est votre commentaire à vous? Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et quand on dit un état de droit, lorsqu'on constate des infractions à la loi, comme ce que vous êtes en train de dire, des fraudes, il faut que l'État, à travers ses structures concernées, prenne leurs responsabilités, ce qui a été le cas, puisque nous avions tous suivi la conférence de presse organisée par le ministre en charge de la Justice, de la communication et le directeur de la communication près le président de la République. Alors, ils ont parlé de ces fraudes. Et quand j'ai entendu le ministre de la Justice, il a pris ses responsabilités à travers les procédures qui sont engagées, les enquêtes préliminaires à travers, dans ces zones, c'est-à-dire mener des enquêtes pour trouver l'auteur de ces fraudes, de ces actes qu'on a montrés sur les réseaux sociaux et que la loi, la rigueur de la loi s'impose à ces cas de figure. Donc, nous sommes dans un état de droit. Lorsque se posent de telles choses, il faudrait que l'impunité soit. Il ne faut pas que les gens soient impunis. Il faut punir. S'il se confirme, d'après les enquêtes, que réellement des zones, des régions, des gens ont posé de tels actes. Parce que j'ai observé, comme tout le monde, c'était trop gros. Vous pensez que quelqu'un qui fraude va le faire de manière criarde? Non, monsieur Kader. Celui qui fraude, il le fait discrètement. Donc on a compris que c'est à des fins bien orienté pour qu'on parle mal des élections, Et j'apprécie beaucoup l'attitude du ministre en charge de la justice qui a consisté à dire que des enquêtes doivent être menées et les responsables seront, si on arrive, bien entendu, non seulement poursuivis, mais condamnés s'il se confirme que les faits sont fondés. Donc je crois qu'il faut saluer l'attitude de nos autorités, notamment du ministre en charge de la justice. Notamment le ministre en charge de la justice en la personne de Séverin Quenom. Mais dites-nous, bâtonnier Jacques Migan, lorsque l'on parle de ce scrutin de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier, il y a également un fait qui a attiré l'attention et qui a fait objet de commentaires sur la toile de part et d'autre. Il s'agit de la période du 5 avril, à partir de dans la soirée du 5 avril au 10 avril dernier, il y a eu des mouvements d'humeur, des mouvements de protestation, notamment liés à un prétendu départ du chef de l'État Patrice Talon parce qu'il aurait prêté serment le 6 avril et donc il devait partir le 6 avril parce que 5 ans serait 5 ans, alors que constitutionnellement il devait être encore en place et qu'un processus électoral était en cours. Dites-nous, au sujet de ces faits qui se sont déroulés, quelle appréciation faites-vous du déroulement des événements, de ceux qui ont appelé à manifester également, et également de ce que vous avez lu sur la toile par rapport à ces faits? Vous savez, nous sommes dans un état de droit, comme j'aime souvent le dire, et tout citoyen militaire ou civil nous devons respecter la Constitution. Nous devons respecter les normes, la loi, les règlements, les normes établies. Nous devons les respecter. Et vous aviez rappelé à juste titre que la Constitution a été révisée. Et révisée, cette Constitution a permis la prorogation du mandat du chef de l'État jusqu'au 23 mai, c'est-à-dire son mandat commence désormais, finit d'abord le 23 mai à 0 heure et commence le 23 mai à 0 heure. Pourquoi? Parce que le mandat d'un chef d'État, comme le mandat d'un député, c'est des mandats qui ont une durée préfixe. C'est-à-dire, préfixe, vous dites quoi? Préfixe, ça veut dire que c'est des délais qui ne peuvent pas être prorogés et qui ne peuvent pas non plus être modifiés, sinon en passant par la révision de la Constitution. Il n'y a que la Constitution pour dire le mandat du député peut être prorogé. Il n'y a que la révision de la Constitution pour dire que le mandat du chef de l'État, j'entends par là la durée, cette durée peut être prorogée ou modifiée. Alors que le mandat des conseillers, des maires, on peut, à travers une loi ordinaire, les modifier, les proroger, comme ce que nous avions déjà connu. Or, la Constitution a été révisée en 2019. Révisée pour permettre, dans le cadre des élections générales de 2026,
il a été institué que les élections désormais auront lieu le 11 avril, en ce qui concerne les élections présidentielles, et la prestation de serment du président élu sera faite le 23 mai. C'est parce qu'il y a eu révision de la Constitution. Tout le monde le sait. À moins de vouloir d'avoir une autre lecture. Je dis bien d'avoir une autre lecture. Or, vous le savez très bien, lorsque vous êtes un spécialiste, médecin, professeur d'université, lorsque vous entrez en politique, très souvent on oublie ce que l'on sait. On ne veut plus reconnaître ce que l'on sait. Je ne donne pas de leçons à quelqu'un parce que j'ai entendu dire à travers certains professeurs, pour ne pas les nommer, que ce délai ne peut point être prorogé. Je dis bien, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs étudiants? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Quand ils sont professeurs, ils reconnaissent ce que je viens de vous dire en ce qui concerne le délai préfixe qui peut faire l'objet de prorogation, de modification. Mais quand ils sont dans l'arène politique, pour des intérêts inavoués, égoïstes, ils méconnaissent ce qu'ils ont eu à enseigner. Bref, pour dire quoi? Vous aviez dit que certains ont utilisé ce prétexte à des fins de trouble, à des fins de manifestation. Monsieur Kader, je voudrais vous dire que la loi est implacable là-dessus. Il faudrait que tous ceux qui auraient fait de telles choses, qui sont en infraction par rapport à la loi, soient poursuivis. Parce qu'ils sont en infraction. Maintenant, là où il faudrait s'arrêter, s'il se confie maintenant que des partis politiques seraient mêlés à de tels actes, il faudrait également que la loi joue sa partition. Je m'en vais vous lire ce qui est prévu dans ce cadre en ce qui concerne la charte sur les partis politiques, parce que nous avions aujourd'hui des responsables de partis politiques qui sont en détention préventive. Je dis bien des responsables de partis politiques qui auraient agi par rapport à ces actes. Et la loi sur la charte des partis politiques, en son article 5, est très claire là-dessus. La loi dit ceci: les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance. Proscrire l'intolérance. Je continue. Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance et l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. C'est l'article 5 que vous retrouvez dans la loi sur la charte des partis politiques. Et quand vous prenez l'article 10, toujours de la charte, aucun parti politique ne peut mettre sur pied ni entretenir une organisation militaire, paramilitaire ou une milice. Pourquoi je le dis? Pourquoi une milice? C'est quoi une milice? Quand vous embauchez des gens, des chasseurs, c'est une milice. Pourquoi faire? C'est pour semer le trouble, c'est pour tirer sur les gens. Et il est dit, de telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal. Et il est dit également que le parti politique dont la responsabilité est établie, je dis bien, dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, c'est là où il perd son statut juridique. Pour dire quoi? Pour dire, M. Kader, s'il se confirme que ceux qui ont organisé ces troubles, s'ils sont responsables d'un parti politique, non seulement ils seront poursuivis sur le plan pénal, mais le parti également connaîtra, sera aussi puni en ce sens qu'il peut être suspendu, comme il peut faire l'objet de dissolution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 45, toujours de ce même code sur la charte sur les partis, qui dit expressément, en cas de violation des dispositions de la présente loi, j'ai évoqué la loi, l'article 5, j'ai évoqué l'article 10 tout à l'heure, par un parti politique, le ministre chargé de l'Intérieur peut dénoncer les faits au procureur de la République aux fins de la suspension ou de la dissolution du parti politique concerné. Donc, j'ai dit l'article 5 sur la charte qui punit sévèrement, qui invite tous ceux qui feront montre d'intolérance, ceux qui vont inciter à trouble, inciter à violence, et ce qui est prévu pour sanctionner ces gens-là et pour sanctionner également le parti
dans lequel il se trouve. Mais ça continue. Le procureur de la République, à son tour, lorsque le ministre de l'Intérieur le saisit, l'article 48 dit ceci: le procureur de la République saisit à cet effet en procès d'urgence la juridiction compétente qui statue sans délai. Et M. Kader, ce n'est pas fini. Vous avez l'article 51 de la charte qui dit ceci: quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 5 que j'ai évoqués tout à l'heure, de la présente loi encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans à 10 ans et une peine d'amende de 10 millions à 20 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné. Voilà. Pourquoi je vous donne tout cela, toutes ces explications? Tout simplement parce que nous avions constaté que la plupart de ceux-là qui sont en détention préventive, c'est des gens qui sont issus d'un parti politique qu'on appelle les démocrates. Est-ce que vous êtes en train de dire indirectement qu'on peut assister dans les jours à venir à la suspension, à la dissolution du parti politique les démocrates? Écoutez, c'est la justice qui le ferait, puisque c'est la justice qui décidera au moment opportun. Moi, je constate ce qui a été... S'il y a des arrestations à ce jour, et c'est parce qu'on reproche à certains hommes, certains citoyens, des actes qu'ils ont posés. Mais je tiens à dire devant vous aujourd'hui, M. Kader, que vous ne constaterez pas, vous n'entendrez pas que ceux qui sont en détention pour des faits politiques. Non, ils ne sont pas du tout en détention pour des faits politiques, mais pour des infractions de droit commun. Quand vous posez des actes, je prends le cas de blanchiment, c'est un acte politique. Parce que un citoyen béninois serait poursuivi pour blanchiment. C'est un acte politique? Non. Quand vous entendez dire par le procureur qu'on a arrêté M. Touré, qu'on a arrêté M. Georges Saka, quand on entend dire Mme Madougou, c'est pas pour des faits politiques. Mais quand on parle de droit commun pour les citoyens, les internautes qui nous suivent, qui ne comprennent pas, c'est quoi le blanchiment d'argent, très rapidement? Mais le blanchiment d'argent, c'est comme si vous prenez de l'argent sale, et vous lui donnez une coloration propre, légale. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser à des fins d'achat d'armes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, on vous retrouve un jour avec des millions, des milliards, alors que vous n'exercez pas une activité productive de tel montant. Et pour ce faire, on vous demande, on vous interroge sur savoir comment vous avez pu obtenir ces sous. À quelle fin? On a arrêté un citoyen béninois à la personne de M. Aïvo. On a arrêté son comptable. Ils auraient certainement, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès au dossier, mais de ce que nous avions entendu en termes de chef d'accusation, on leur reprocherait le blanchiment d'argent. Tout le monde sait ce que gagne M. Aïvo en tant qu'enseignant. J'ai été enseignant, peut-être pas agrégé, professeur assistant. Je savais ce que je gagnais. Je ne gagnais pas des millions. Je gagnais une somme qui ne va même pas, qui ne touche pas le million. Et si du jour au lendemain, on retrouve en ma possession des millions, on va s'interroger à quelle fin? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour... bref, à travers aussi les propos tenus par certains citoyens, puisque je dis bien citoyens, ils ne sont pas politiques, parce que quand on est politique, le politicien, c'est pour animer la vie politique. Ce n'est pas pour aller à des fins d'action criminelle. Ça rentre, quand on parle de blanchiment, c'est déjà à des fins criminelles. Quand on parle d'incitation à insurrection, c'est déjà criminel. Nous touchons déjà le terrorisme. Et un homme politique n'agit pas de cette manière. À aucun moment dans la loi sur la charte des partis politiques en République de Bénin, vous ne verrez nulle part que l'activité d'un homme politique, c'est inciter à insurrection, c'est blanchir l'argent, c'est faire organiser des troubles. Non, l'activité de la vie politique, c'est avoir un projet de société. Ce projet de société que vous montrez, vous démontrez aux concitoyens pour leur dire, voilà ce que j'entends faire lorsque je serai aux responsabilités. Voilà ce qu'on doit faire lorsqu'on est aux responsabilités. Mais pas pour aller à trouble, pas pour aller à manifestation. Un homme politique, c'est un homme responsable. Un homme qui est un modèle. Un homme qui
un homme politique ne doit pas utiliser la politique, le parti politique à des fins, je dis bien à des fins de trouble, comme nous avions connu à Savè, à Tchaourou, à Banté et quelques arrondissements de Parakou. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait cela, mais ils sont en détention, ils ne sont pas encore condamnés, mais on va chercher à savoir pourquoi ils l'ont fait. Ce ne sont pas des politiques. Si, entre-temps, puisque nous sommes pluriels, je vous ai dit tout à l'heure que vous m'aviez présenté comme acteur politique, et je viens de vous dire que j'ai été enseignant et je suis avocat. Mais ici, je parle en tant qu'acteur politique. Mon comportement, quel que soit là où je serai, soit enseignant, soit acteur politique, soit avocat, doit être un comportement digne. Un homme politique ne doit pas avoir un comportement, quand même il serait pluriel, ce comportement doit toujours être un modèle, un comportement de l'homme digne, de l'homme intègre. De l'homme intègre. Alors, donc, on peut dire en résumé très rapidement que Joël Aïvoy et Réki Amadougou ainsi que Compaé ne sont pas des détenus politiques. Ils ne sont pas du tout des détenus politiques, loin de là. Ils ont posé des actes en tant que citoyens et des actes de droit commun. Comment pourriez-vous dire que quelqu'un qui recrute qui aurait recruté, puisque je préfère utiliser le conditionnel, comme l'a dit M. Saka Georges, M. Touré, le recrutement a eu lieu, on a recruté, je dis bien, on aurait recruté M. Saka Touré, un colonel à la retraite, pour qu'il accomplisse une mission d'assassinat. Ça colle avec l'activité politique. Ça colle avec quelle activité politique? Les élections sont terminées au Bénin le 23 mai prochain. Patrice Talon prêtera serment en tant que président de la République du Bénin pour son second mandat. Dites-nous, Jacques Migan, en tant qu'acteur politique, quelles sont les priorités de ce second mandat pour vous? La première des priorités, c'est les jeunes. Et le président Patrice Talon le dit. Sa première préoccupation, sa première priorité, il nous l'a démontré le jour même du lancement de sa campagne. Quand il a lancé la campagne, il a lancé avec les jeunes. Parce que c'est pour eux qu'il travaille. Et les jeunes, je ne vous le cache pas, les actifs avec tout ce que ça comporte, puisque je vous ai donné les différentes tranches d'âge que nous avons. Quand on fait le calcul, nous avons la tranche de 55 à 64, c'est-à-dire occupe 3,65%. Quand vous partez de 65 et plus, ça fait 2,89%. Quand vous additionnez les deux, ça vous donne 4 et je dis bien 6%. 6 et quelques. Donc, en dessous, c'est les jeunes. En dessous, c'est les jeunes. Et pourquoi? Parce que nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes sont désœuvrés. Nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes ne sont pas bien formés. Nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes, même ceux qui sont bien formés, n'accèdent pas à un emploi correspondant à ce qu'ils ont étudié. Et c'est fort de tout cela que, après étude, le chef de l'État et son gouvernement ont constaté que la priorité, c'est de créer les écoles qui formeraient des jeunes à travers, d'une part, les collèges d'agriculture, ensuite les lycées techniques, pour correspondre aux réalités de notre pays. Parce que quand vous formez les jeunes, comme nous l'avions fait jusqu'à présent, on n'a formé que des chômeurs. Ce que Talon ne veut plus pour son pays, pour notre pays. Il veut désormais que la formation que recevraient ces jeunes, que cette formation débouche sur des emplois. Que ça peut être, après ces formations, surtout sur le plan agricole, permettre à ces jeunes de créer leur propre entreprise agricole, comme ils peuvent se mettre ensemble pour créer des entreprises agricoles, comme ils peuvent servir avec d'autres. Mais ce qui est certain, ça c'est une très belle pensée et c'est fort de ça que je vous dis, la première des préoccupations, c'est d'abord l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes passe par ce que le chef de l'État a prévu pour cette jeunesse. Et je vous ai dit tout à l'heure ce qu'elle représente sur le plan national, sur le plan statistique. Notre population est réellement une population jeune. Deuxièmement, c'est le bien-être du peuple béninois tout entier. Le bien-être du peuple béninois à travers dans ses conditions de vie, sur le plan de la santé. Surtout sur le plan de la santé, ça a commencé déjà sous le précédent quinquennat,
Mais l'accent sera surtout mis lors de ce projet quinquennat. Et quand vous observez aujourd'hui les femmes qui doivent aussi connaître une belle amélioration de leurs conditions de vie, c'est fort de ça que 2 axes fondamentaux sont en train de se réaliser à travers les microcrédits. Parce que lorsque vous n'avez pas ces moyens, vous ne pouvez pas développer une petite activité. Ce ne serait plus comme cela se faisait, mais les conditions dans lesquelles les prêts seront faits à nos mamans, ce seraient des conditions qui vont les inciter à créer, à développer un petit commerce. Et quand on parle de commerce, il faut aussi les marchés. Il faut que ces marchés, pour toujours nos femmes, soient des marchés modernes, dignes de ce nom. Qu'on finisse avec les marchés que nous avions connus et qui posaient des problèmes qui ne sont pas dignes, qui mettaient les vendeuses dans des conditions complètement, je ne sais pas, que vous connaissez, où il y avait pas, ça dit, l'hygiène n'y est pas. Alors que l'alimentation, vous savez ce que ça représente. D'où les constructions des marchés dans presque toutes les communes de notre pays. Donc c'est aussi dans l'intérêt des femmes. Pas seulement les microcrédits, mais également que ces femmes travaillent ou du moins vendent dans de meilleures conditions. Donc, la deuxième préoccupation, c'est les femmes qui vivront dans des conditions de vie meilleures. Ce qui n'était pas le cas il y a encore avant 2016. C'est vrai, vous me direz pourquoi cela n'a pas été fait de 2016 à 2021. Ça a commencé peut-être timidement à travers les microcrédits. Mais aujourd'hui, on va l'étendre sur toute l'étendue du territoire pour que nos femmes puissent aussi vivre heureuses dans de meilleures conditions, ce qui n'était pas le cas. Donc, l'accent sera mis sur ce point. Et aussi, le président Patrice Talon va juguler un tant soit peu, créer des emplois. Nous avons 3000 emplois qui seront créés à travers les pipelines. Nous avons, je vous parlais tout à l'heure de l'agriculture, des emplois seront créés à travers ces enfants qui sortiront et qui trouveront de quoi faire. Comment s'assurer un emploi fiable et non des emplois vulnérables qu'ils occupent aujourd'hui. Quand vous voyez ceux qui conduisent aujourd'hui les M, ce ne sont plus c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont abandonné leur formation d'artisans. Et la plupart du temps, ce que nous verrons, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont aussi conducteurs de ZEM, mais surtout, les gens qui sont en apprentissage, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, et que vous voyez dans les rues de Cotonou un peu partout. Alors, il faut aussi que l'accent soit mis sur la formation, leur donner une formation digne de ce nom, pour leur permettre, la formation continue, j'entends, pour leur permettre d'aller à création d'un métier du métier qu'ils veulent exercer, et non plus les laisser tourner dans les rues ou faire des choses qui ne sont pas adaptées à ce qu'ils auraient voulu faire. Or, quand vous ne vous occupez pas de cette jeunesse, vous savez ce que c'est? C'est eux qui font les troubles. C'est eux qui sèment les troubles. C'est eux qu'on arrive facilement à manipuler. Donc, il faudrait créer les conditions pour que, aussi à ce niveau, de ces artisans, à travers la formation continue, tout à l'heure, je parlais des écoles de formation qui ne sont pas c'est pas la même chose que la formation continue, cette formation continue que vous retrouvez dans l'Arche. Tout à l'heure, j'ai parlé de la santé, accès aux soins pour nos parents qui sont pauvres ou les pauvres extrêmes. Donc, l'accent sera encore mis sur ce point pour que ce ne soit plus seulement réservé à quelques communes. Donc, le président de la République, lors de son quinquennat, c'est surtout le bien-être du peuple béninois. Le bien-être de la jeunesse, le bien-être de nos parents, notre bien-être, c'est sa préoccupation pendant ces 5 ans qui vont commencer à partir du 23 mai prochain. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne les priorités. Les priorités, c'est surtout l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, les conditions de vie des Béninois et poursuivre ce qu'il a commencé en 2016. Il faut les renforcer sur le plan de l'énergie, il faut les renforcer sur le plan de l'eau. Il faut que l'accès à l'eau, comme il a été dit, soit maintenant pour tous les Béninois. L'eau potable, j'entends dire. Donc, nous avons le numérique on ne peut pas s'en passer. Et que ce soit une réalité sur toute l'étendue du territoire. Et il faut faire appel à une structure, à ceux qui savent le faire. Et c'est là où je me réjouis de 2 actions qui ont été prises par le gouvernement, à savoir la réhabilitation de Bénin Télécom et l'appel à un partenaire qui s'y connaît, à travers le groupe Orange. Donc, le gouvernement sait, quand il faut
faire avec l'homme qu'il faut, aller le chercher là où il est. Donc je crois que tout cela rentre dans les préoccupations du quinquennat du président Patrice Talon de 2021 à 2026. C'est vrai, il y a d'autres préoccupations, parce que vous savez, lorsque la jeunesse, je continue à le dire, est jeune, il faudrait mettre l'accent sur l'école. L'école, former les gens, et former les gens de qualité. Des gens sur des emplois, vous prenez ce que nous avons quand on parle de lycée technique. Pour trouver un plombier aujourd'hui de qualité, ce n'est pas évident. Pour trouver un menuisier de qualité, ce n'est pas évident. Un électricien de qualité, ce n'est pas évident. Un maçon, il faudrait les former conformément aux normes actuelles. Il faudrait je prenais le cas de ces corps de métier, il faut les former, d'où les lycées techniques, dans toutes les communes, comme il a été dit. Parce que ça va régler le problème que nous rencontrons aujourd'hui en ce qui concerne le chômage. En ce qui concerne le chômage. Alors Jacques Migan, nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a des défis sur le plan politique selon vous pour le président Patrice Talon? Si oui, lesquels? Vous savez, c'est l'homme qui a mis au service de l'État son savoir-faire d'homme d'affaires. Je dis bien l'homme qui a mis au service de l'État son savoir-faire d'homme d'affaires. Donc le président Patrice Talon, c'est toujours l'homme qui aime relever les défis. C'est l'homme qui a relevé le défi sur le plan agriculture. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que le Bénin est le premier producteur de coton d'Afrique. Nous l'avions dit il y a encore quelques temps, mais au fur et à mesure, on voit le défi qui se relève. Il continue à... il est insatisfait. On aurait pu dire qu'il s'arrêterait et maintenant renforcer. Mais il veut aller au-delà. Il en est de même sur le plan économique. Toutefois que le président Patrice Talon peut créer les conditions pour satisfaire les besoins vitaux de sa population, il le fait. Il le fait. C'est le cas, par exemple, de cet emprunt qui sera fait bientôt au niveau de l'UEMOA. Au niveau de l'UEMOA. Alors, nous sommes à la fin. Bâtonnet Jacques Migan, vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à vos sympathisants qui vous suivent en ce moment, à ces amis internautes sympathisants Jacques Migan qui vous suivent, à toute la communauté qui a pris un peu de ce temps pour suivre cette émission. Vous allez leur dire quelques mots avant qu'on puisse clore cette émission. Ce que je voudrais dire, c'est que le Béninois doit être fier de lui-même aujourd'hui. Il doit être fier de lui-même. Il doit avoir confiance en lui-même parce que nous avons enfin à la tête d'un pays, depuis 2016, un homme de confiance, un homme de défi, un homme qui a compris l'enjeu, un homme qui a compris que pour régler les problèmes de ce pays, il faut tenir compte des réalités du pays, sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'éducation, de la santé. Vous avez toujours le président Patrice Talon qui en fait dans l'intérêt du peuple béninois. Et comme je disais tout à l'heure, le peuple béninois, c'est surtout composé essentiellement de la jeunesse. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse peut faire confiance au peuple béninois, pour le président de la République. Et il a démontré lors des élections du 11 avril 2019, en votant massivement pour le président Patrice Talon, parce que la jeunesse a compris qu'avec Patrice Talon, c'est l'espoir. Avec Patrice Talon, c'est la confiance. Avec Patrice Talon, c'est son développement, le développement de la jeunesse. Avec Patrice Talon, c'est l'espoir. Avec Patrice Talon, c'est le développement de la jeunesse. Propos de Jacques Migan. Chers amis internautes, on retiendra de cette émission qu'à l'entame, notre invité Jacques Migan a remercié le peuple béninois, la jeunesse notamment, pour sa contribution à la victoire du duo Talon Talata. Il a remercié également les institutions de la République qui ont joué leur partition pour que ces élections se déroulent convenablement et de façon orthodoxe. Il a remercié notamment la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle et le gouvernement qui a également joué sa partition. Il a rappelé à l'entame qu'il y a eu 13 arrondissements dans lesquels l'élection du 11 avril dernier ne s'est pas déroulée. Il a salué le travail fourni et effectué par les missions d'observation, notamment celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine et la plateforme électorale, mais il a décrié le fait que la plateforme électorale s'est arrogée des prérogatives qui n'étaient pas les siennes en essayant de proclamer les
les résultats avec le taux de participation. Il a exposé que le code électoral, en son article 19, confère à la Sénat l'exclusivité de proclamer les résultats provisoires, les grandes tendances. Donc la plateforme électorale a usurpé des prérogatives de la Sénat. Au sujet du taux de participation à cette élection présidentielle, Jacques Migan estime que le taux de participation est satisfaisant. Il a justifié ce taux de participation en nous argumentant le fait que depuis les indépendances, on n'a jamais dépassé 68%. Les Béninois ne votent pas à 100%, a rappelé notre invité, et que après les 50%, dans la marge des 16%, nous pouvons retrouver les sympathisants du président Boniaï, les inconditionnels de Sébastien Germain à Javon et les populations des 13 arrondissements dans lesquels le vote ne s'est pas déroulé le dimanche 11 avril dernier. Il y a également ceux de la mouvance qui n'ont pas été accomplir leur devoir civique, se disant que le chaos était acquis. Jacques Migan a également déploré ce fait et il a également martelé cela haut et fort. D'autres n'ont pas fait campagne avec efficacité et efficience, a fait observer notre invité de ce matin sur l'invité. Nous sommes dans un état de droit. S'il y a eu des cas de fraude, des enquêtes seront menées, les auteurs seront poursuivis devant la justice, a laissé entendre le bâtonnier Jacques Migan. Il a rappelé que quelqu'un qui fraude le fait discrètement et non à visage découvert. Il a parlé au cours de cette émission du délai pris fixe d'un mandat en ce qui concerne pour le président de la République et le député. Il a rappelé que si ce mandat doit être modifié, cela se fait uniquement par la Constitution, et c'est ce qui a été consacré dans la Constitution révisée en novembre 2019 qui a prolongé de 45 jours le mandat du président Patrice Talon afin qu'en 2026 nous pourrons avoir des élections générales de façon groupée afin d'économiser beaucoup plus de ressources et de temps à la nation béninoise. Il a rappelé qu'il est proscrit l'intolérance, l'incitation ou le recours à la violence en toutes circonstances aux partis politiques. C'est dans la charte des partis politiques en son article 5. Il a rappelé également le contenu de l'article 10 qu'aucun parti ne peut entretenir une milice. Le parti dont la responsabilité est établie par la justice en ce qui concerne de telles entreprises perd son statut juridique, nous a informé Jacques Migan au cours de cette émission. Le ministre de l'Intérieur, dans ce cas précis, saisit le procureur et dénonce les faits. Cela peut entraîner la suspension et la dissolution de la dite formation politique, a également poursuivi Jacques Migan au cours de cette émission. Ceux qui sont en détention n'y sont pas pour des faits politiques, mais pour des faits de droit commun, a martelé notre invité au cours de cette émission. Et puis, dans la seconde partie, en parlant des priorités pour le second quinquennat du président Patrice Talon, il a rappelé que la première de toutes les priorités, ce sont les jeunes, la formation et l'emploi des jeunes, la création d'écoles qui correspondent aux réalités du pays, la création d'emplois fiables pour les jeunes, et en deuxième position, le bien-être du peuple béninois avec un accent sur le secteur de la santé et le social, avec les microcrédits aux plus pauvres et le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, avec la facilitation à l'accès aux soins aux plus pauvres. Il se réjouit de la réhabilitation de Benin Télécom et du recours au groupe Orange pour plus d'efficacité et des résultats probants. Talon est l'homme d'affaires qui a mis au service de l'État son savoir-faire, a laissé également entendre Jacques Migan au cours de cette émission. J'espère que, bâtonnier, j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Non, c'est bien cela, et je crois que, comme j'aime souvent le dire, quand vous allez passer ce résumé, beaucoup écouteront et suivront cette émission de ce jour dimanche. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, acteur politique, chers amis internautes. C'était l'invité ce dimanche sur Réseau TV. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin à 7h pour Free Matin.